les défécateurs, on défake sur les fakes. Un petit tuto qui peut être utile à l'approche des fêtes. Avant d'aborder un gros repas de famille par exemple, il y a deux nuisibles à identifier et auxquels il faut être bien préparé. Le mauvais foie, qui peut vous contrarier la digestion, et la mauvaise foi, qui est elle-même bien difficile à digérer. Comment ne pas être rebuté par des gens butés et les supporter sans les buter. Puisqu'on est au solstice d'hiver, une petite histoire de solstice pour commencer. La féerie de Noël, c'est aussi ça, de beaux contes qu'on aime se raconter, au calme. L'histoire commence en automne 1954, quand Léon Festinger, professeur et chercheur en psychologie sociale à Chicago, lit le journal local. On y apprend qu'une dame, qu'on présente comme une ménagère de la banlieue de Chicago, a prophétisé qu'une inondation catastrophique va prochainement submerger une grande partie du territoire américain. Cette dame, qui s'appelle Dorothy Martin, reçoit des messages par le biais de l'écriture automatique, qui lui proviennent d'êtres supérieurs venus d'une planète qu'elle appelle Clarion, qui seraient venus visiter la Terre, dans ce qu'elle appelle des soucoupes volantes, et qui, après avoir observé la croûte terrestre, lui ont prédit un cataclysme qui va se produire à l'aube du 21 décembre de cette année-là. Il y a un petit groupe qui s'est constitué autour d'elle, et qui s'appelle les Seekers, les chercheurs. Et Festinger, avec deux autres chercheurs, enfin, là pour le coup de vrais chercheurs, je veux dire des gens qui font de la recherche scientifique, pas des chercheurs de vérité, tous les trois, ils infiltrent donc ce groupe des chercheurs. Et ils observent comment ça fonctionne autour de cette dame que Festinger a rebaptisée Marianne Kitsch, dans le bouquin où il raconte tout ça. Parmi les Seekers, qui sont un peu moins d'une trentaine, il y a des gens qui sont à donf, certains ont carrément lâché leur boulot ou leur appartement, vu que de toute façon, ça va être la fin du monde. Il y a notamment un couple, les Loafhead, là c'est le docteur Loafhead qu'on voit en train de parler à Dorothy Martin. Alors lui, son université lui a carrément demandé de démissionner, après qu'il ait commencé à faire des communiqués de presse pour annoncer la catastrophe. Et ce qui se passe, c'est que les fameux gardiens de la planète Clarion qui communiquent avec Dorothy Martin lui annoncent que le 20 décembre à minuit, ils enverront une soucoupe pour venir chercher les chercheurs et les emmener à l'abri dans l'espace. Alors, le soir du 20 décembre, ils se réunissent. Bon, ils se débarrassent de leurs objets métalliques, ça c'est... On leur a dit, sinon dans la soucoupe, ça provoque des brûlures. Bon bah ça faut le savoir, si jamais ça vous... Bref, ils se préparent, ils attendent, et à minuit, que se passe-t-il ? Eh ben rien. Donc, ils commencent à flipper grave parce que la catastrophe doit arriver quelques heures plus tard et personne n'est venu les chercher. Ils attendent et rien n'arrive. Ils se retrouvent, si vous voulez, comme de pauvres chalands qui auraient cliqué sur une vidéo d'Astronogeek en étant tout excités par le titre et qui arrivent à la fin de la vidéo sans avoir vu d'extraterrestres. Donc c'est la déroute totale. Dorothy Martin, elle pleure, enfin bon, ça va pas. Un bon chercheur, il cherche des explications, mais il n'en trouve pas. Donc ça sent le rude retour à la réalité. On peut se dire, voilà, ils sont confrontés au fait irréfutable que personne n'est venu les chercher, donc ils vont bien devoir admettre que la prophétie était fausse. Et ça va sans doute chauffer pour le postérieur de Dorothy Martin, parce que y en a qui ont tout lâché pour ça quand même. Et puis, à 4h45, Dorothy reçoit un message des entités. Son stylo sonne, ou... Je sais pas exactement comment ça se passe avec l'écriture automatique, mais enfin ils la contactent, et ils lui disent que le monde a été épargné grâce à la foi dont le groupe des chercheurs a fait preuve cette nuit-là. Car jamais depuis l'aube des temps, cette terre n'avait connu de flot de bien et de lumière aussi puissants que ceux qui inondent cette pièce cette nuit-là. Alors, est-ce qu'elle se prend une baffe par les autres chercheurs, me direz-vous ? Eh bien non. Parce que là, dans la pièce, c'est l'euphorie totale, ils sont tous comme des oufs. Parce que, voilà, ça explique tout. Et même, quelques heures plus tard, quand l'aube arrive et que la catastrophe n'a pas lieu, ça leur confirme ce nouveau message reçu par Dorothy. Tout ça n'aura finalement fait que les conforter dans leurs croyances. Tellement qu'ils se mettent à communiquer auprès des journaux pour avertir les gens du miracle qui a eu lieu cette nuit-là et les inviter à les rejoindre, parce que si ça se trouve, il va se produire encore bien pire dans le futur. Du coup, ça parle d'eux, il y a des attroupements devant chez Dorothy Martin pour les voir, à tel point que le voisinage commence à se plaindre auprès de la police parce que ça met Wayne dans le quartier, et qui s'inquiètent un peu pour leurs ados qui traînent trop par là. Mais quoi qu'il en soit, suite à cette nuit d'apocalypse annulée, il y a bien eu 2 ou 3 Seekers qui ont quitté le groupe, mais l'immense majorité des autres n'a pas remis en question la validité de cette prophétie, alors même que les faits venaient de leur prouver qu'elle était fausse. Bon, le groupe s'est dissous par la suite, quand Dorothy Martin est partie s'établir dans l'Arizona, dans un centre New Age. Elle est devenue Sister Fedra et elle a continué à délivrer des messages qui lui étaient communiqués par des entités diverses et variées, jusqu'à sa mort à 92 ans. Et Festinger a raconté tout ça dans un bouquin qu'il a publié en 1956, When Prophecy Fails.
N'est-ce pas une histoire féerique? Des gens se sont menti à eux-mêmes pour trouver une justification à quelque chose qui venait pourtant de contredire toutes leurs croyances. Donc ils ont empilé un mensonge par-dessus le mensonge, et ils ont continué à vivre avec ça, tranquille. Est-ce que cette histoire est étonnante? En tout cas, elle n'est pas exceptionnelle, on voit ça régulièrement quand on observe des gens embarqués dans des croyances cheloues. Est-ce que vous vous souvenez de l'expérience qu'on avait faite à l'été 2018 sur les crop circles? Avec d'autres youtubeurs, Astronogeek, La Tronche Chambier, Hygiène Mentale, Un Mondrian, on avait été dans un champ la nuit à Saraltrof, chez un agriculteur, ami d'Astronogeek, et on avait dessiné nous-mêmes un crop circle avec des planches, sans dire à personne que c'était nous. Ensuite, on était retourné en plein jour dans le crop circle, rencontrer les personnes qui venaient le visiter, et les écouter, nous expliquer que, d'après leurs moyens de mesure divers et variés, ça ne pouvait pas être une création humaine, ils étaient formels, il y avait des nombres de bovies surnaturels et tout. Et puis, nous avons sorti des vidéos pour montrer comment on avait créé ce crop circle. Vous pourrez retourner voir la mienne si vous voulez, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, comme d'hab. Et bien malgré ces preuves irréfutables que c'était une création humaine, il y a eu encore des personnes pour expliquer après coup que c'était une intelligence autre que nous-mêmes qui nous avait guidés ce soir-là, notamment dans le choix du site, car il a été fait à 314 mètres d'altitude, autrement dit, 100 fois pi. Moins 2 mètres, parce qu'en fait l'altitude c'était 316 mètres. Mais quand même, c'est pas humain. Et puis récemment, un peu dans le même esprit, quelques youtubeurs sceptiques, Clément Fraise, Maxella, ont testé un médium qui propose aux gens qui ont perdu quelqu'un de communiquer avec leur défunt. Et qui se fait payer pour ça, c'est pas gratuit. Alors Clément Fraise, c'est un mentaliste, et il avait remarqué dans certaines vidéos que le médium utilisait des techniques que lui-même utilise dans ses spectacles. Donc, il avait un doute sur le fait qu'il faisait réellement parler des morts, et il se demandait s'il n'était pas tout simplement en train d'utiliser des trucs classiques. Pour vérifier ça, il y a donc un complice de ces sceptiques, qui s'appelle Bastien, qui s'est inscrit pour passer dans l'émission du médium, et le médium a réussi à parler avec l'esprit d'une amie proche décédée de ce Bastien, qui s'appelait Dana, sauf que... Dana, Bastien, tourne-toi. Est-ce qu'elle existe, Dana? Non. Non. Ah! Voilà, Dana n'a jamais existé. Là, on le voit dans la vidéo de Maxella, Bastien avait juste posté sur sa page Facebook la photo d'une amie qui n'a rien à voir, et qui, elle, est bien vivante, pour s'inventer une fausse amie défunte. Donc, le médium a communiqué avec le soi-disant esprit d'une défunte qui n'existait pas. Et tout indique qu'avant d'enregistrer sa vidéo avec Bastien, il a simplement été chercher des informations sur Bastien via les réseaux sociaux. Alors je vous ai mis les liens sur tout ça si vous voulez y jeter un œil. En toute franchise, je trouve qu'ils ont quand même sorti beaucoup de vidéos sur le sujet et qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu au drama, voire à l'affaire personnelle. Mais au départ, l'expérience du test, elle était intéressante. Et il y a notamment Monsieur Sam qui a fait un petit point dans lequel il a très bien résumé tout ce qui s'est passé. Donc ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les réactions qui ont suivi. Alors tout d'abord, le médium a supprimé de sa chaîne la vidéo de la rencontre avec Bastien, et il a publié une réponse très courte dans laquelle il ne parle pas de ce qui se passait dans la vidéo, il explique juste qu'il est la victime d'un groupuscule malveillant qui veut s'en prendre à sa communauté. Vidéo sous laquelle il a désactivé les commentaires. Donc sa communauté est allée sur les chaînes des sceptiques où là, les commentaires étaient ouverts. Donc, par exemple ici sous la vidéo de Monsieur Sam, pour lui expliquer que d'abord cette expérience ne prouvait rien, et en allant parfois jusqu'à chercher des justifications assez inattendues. Cela ne prouve pas qu'il a triché, mais qu'il a été piégé. Monsieur Sam a la tête penchée quand il parle, et donc c'est un signe que lui-même il manipule. Ouais, il devrait se lancer en politique, Monsieur Sam. Là, il se prend des flots de reproches. Alors, il est trop condescendant, il n'émet pas d'ondes positives, il manque de finesse, et puis tout simplement, il a un petit problème de supériorité, le rouquin. Nul. Voilà, on sent que ces personnes sont un peu à court d'arguments pour expliquer ce qui se passe, surtout que le médium ne leur a donné aucune explication finalement. Donc toutes ces personnes, elles sont, comme les Seekers de Dorothy Martin dans la nuit du 21 décembre, elles sont en état de choc. Et elles ont donc eu besoin de venir réagir parce que, malgré la preuve que ces youtubeurs leur ont mis sous le nez, elles peuvent pas se résoudre à accepter cette preuve d'une triche. Alors là, j'ai masqué leur pseudonyme, évidemment, parce que le but n'est pas de les afficher, ni surtout de s'en moquer. Ces personnes, elles sont dans une forme de déni, donc ce sont les victimes de la situation, puisqu'elles découvrent que quelqu'un dont elles croient la parole a manifestement triché lors de sa rencontre avec Bastien, et du coup, s'il l'a fait cette fois-là, ça ouvre la porte au doute. Est-ce qu'il l'aurait pas fait d'autres fois? Donc ces personnes sont choquées, et moi, ça me rend plutôt triste pour elles, tout ça. Bon, après, qui est responsable de cette situation? Est-ce que c'est les youtubeurs qui ont testé le médium pour voir s'il avait réellement la capacité de faire parler des morts? Ou bien est-ce que c'est le médium lui-même? En tout cas, voilà, dans tous ces exemples, ce qu'on retrouve à chaque fois, ce sont des personnes qui sont ancrées dans une croyance forte, et qui, quand on leur donne la preuve que ce en quoi ils croyaient est faux, elles se retrouvent dans une situation de malaise psychologique, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive en psychologie sociale. Et le premier à avoir décrit ce phénomène, c'est justement Léon Festinger, dans ce bouquin qui est paru en 1957, Une théorie de dissonance cognitive.
Alors cette édition, elle est bien parce qu'en plus à la fin il y a un chapitre sur tous les travaux qui ont eu lieu dans le domaine depuis, mais franchement c'est pointu. Moi j'ai décroché, c'est quand même pour les pros. Plus accessible pour le grand public, il me semble, il y a ce bouquin-là, Pourquoi j'ai toujours raison et les autres ont tort. Et le titre est ironique, hein, évidemment. Alors, ce qui se passe, c'est que le cerveau humain nous sert à comprendre le monde, pour pouvoir y survivre, et il recherche donc en permanence la consonance cognitive, c'est-à-dire un état où tout ce qu'il reçoit peut s'expliquer et tout est cohérent, et où notre vision du monde et de nous-mêmes est satisfaisante et harmonieuse. Et si d'un coup, le monde se révèle en décalage avec l'image qu'on s'en était faite, ben ça va plus. Il y a dissonance cognitive, et ça, le cerveau a du mal à le gérer. On se retrouve en souffrance, donc à partir de là, notre cerveau va essayer d'amoindrir cette souffrance comme il pourra, quitte à essayer de trouver des petits arrangements avec la réalité observée pour se la rendre plus supportable. On dit qu'il cherche à réduire la dissonance. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des personnes qui ont l'air butées, qui ont un comportement outrancier, et qui semblent faire preuve de très mauvaise foi, alors qu'en réalité, elles sont en bonne foi. Il est probable qu'elles croient à ce qu'elles sont en train de dire, parce qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont dans le déni de la réalité. Elles lui ont substitué une réalité alternative, qui s'accorde mieux avec leur vision du monde, mais elles sont donc convaincues, au moins pour l'instant, que ce qu'elles disent est vrai. Donc elles ne sont pas de mauvaise foi, puisque être de mauvaise foi, c'est dire quelque chose de faux tout en sachant que c'est faux. Bon, ça, la mauvaise foi, ça existe aussi, bien sûr, mais on va pas y revenir aujourd'hui, on l'avait déjà largement vu dans le tuto numéro 3, décrypter un débat foireux. On avait vu les stratagèmes rhétoriques et les arguments fallacieux, qui consistent à mentir pour prendre le dessus dans un débat, et on avait vu comment y répondre pour pas se laisser embobiner. Et ici, ce qu'on voit, c'est plus délicat. Il y a beaucoup d'outrance, il y a sans doute souffrance. Attends, alors je prends la parole une minute, là. Moi aussi, je voudrais participer à la féerie de Noël. Est-ce qu'on me voit, là? Pour l'instant, tu parles comme un pied, mais ça change pas tellement d'habitude. Ah, mais c'est parce que je suis pas assez haut. Bon, bah tant pis, je vais le faire en me mettant normalement. Et du coup, je pourrais pas vous montrer la position. Là, je voulais parler d'une pratique de santé, ça s'appelle le Butolsening. C'est Metaphysical Mega. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Floute! Quoi, Mais floute? floute! Reste poli, hein. Floute cette image, là! Mais je sais pas, je vois pas ce que... Mais t'as pas besoin de me voir, je te dis floute! Ou change d'image, c'est indécent, là! Oh, mais t'es hystérique. C'est pas la peine de monter sur tes grands chapeaux. Mais tu veux me faire signaler ma vidéo, c'est encore pire! Mais je Qu'est-ce que sais c'est pas, que- je vois Bah, là, pas. c'est pareil avec un pélo. Ah oui, donc lui, c'est Troy Kazay. Moi, je m'en fous qui c'est, mais alors... Mais, Non, mais c'est très mais simple. ils sont trois, maintenant, là! Ils expliquent, c'est naturel, c'est une pratique de bien-être qui est très en vogue en Californie. Bon, on s'en fout. Le Butolsening chaque jour. Ah, tu exposes ton anus au soleil. Ah, est-ce que tu savais qu'en l'exposant 30 secondes, c'est l'équivalent à toute une journée de soleil habillé? Mais on s'en fout! Alors là, tout le monde s'en fout! Et c'est quoi le lien avec ma vidéo? Bah, c'est comme tu parlais d'esprit de Noël. Ça, pour toi, c'est de la magie de Noël, ça? Se faire bronzer le... Non, mais comme c'est le solstice d'hiver en ce moment, mais c'est la période où on a le moins d'ensoleillement chaque jour. Alors du coup, je pense que c'est bien d'optimiser ce centre. Ouais, donc si je résume, pour toi, il faut exposer les trous de balle 30 secondes. Bah écoute, ça doit bien faire largement 30 secondes que tu es à la lumière, donc on te remercie, et pour le bien-être de tout le monde, je te propose de retourner à l'obscurité, voilà. Ah, mais attends. Et au silence aussi. Alors, avant de s'égarer un peu dans l'esprit de Noël, là, on était en train de parler de la dissonance cognitive. Plutôt qu'à la fin du repas de famille, quelqu'un a placé l'oncle Maurice face à une contradiction. Ça peut être simplement de lui faire remarquer qu'il n'a pas arrêté de faire des remarques sur le cholestérol, ou le gras de ceci ou cela, de la dinde ou du comté, pour finir par fumer une cigarette, parce qu'il en fume chaque jour 2 paquets où il est écrit en gros que fumais-tu. Donc là, il se retrouve dans une contradiction flagrante entre ses actes et ses principes. Et il y a dissonance cognitive. Tout comme si on venait de lui prouver que le médium qu'il a consulté est capable de tricher. C'est la même. Maurice est dans une situation de malaise, de souffrance psychologique. Et inconsciemment, donc, sans qu'il s'en rende forcément compte, son cerveau va chercher à diminuer cette souffrance. Alors, un premier moyen pour Maurice, c'est de s'en prendre au messager, plutôt que d'avoir à se confronter au message lui-même, donc chercher à décrédibiliser celui qui l'a mis face à la contradiction. Le rabaisser, alors parfois c'est violent, ça peut se traduire par une colère ou par l'insulte, fils de ta mère. Parce que si on décrédibilise celui qui nous apporte cette contradiction, si on le rabaisse dans notre estime, et qu'on décrète ainsi que sa parole n'a pas de valeur, alors ce qu'il nous dit ne peut pas remettre en cause notre vision du monde. Ça, c'est typiquement ce qu'on a vu dans certaines réactions envers Monsieur Sam. C'est aussi ce que je vois très régulièrement dans mes commentaires, on me dit « Tu portes un masque !» Ça, c'est certain, mais si je ne portais pas de masque, mes arguments fonctionneraient pareil.
Ensuite, alors ça on ne le dira jamais assez, il faut faire très attention au ton qu'on emploie quand on parle à quelqu'un qui est en pleine dissonance cognitive. Parce que là, Maurice, il est dans un tel état qu'il est prêt à saisir la moindre perche qu'on lui tendra. Déjà que c'est pas agréable d'être mis face à ses propres contradictions, si en plus le type en face le fait dans la moquerie, c'est la double peine. Donc, pas de moquerie, pas de condescendance, pas d'énervement, sinon Maurice va direct partir là-dessus, et là c'est comme le vice de forme en justice, en face la personne elle aura beau avoir raison sur le fond, si elle a fait une erreur dans la manière de l'amener, et là l'échange va se focaliser là-dessus, et ce sera mort. Le risque là, c'est carrément l'effet boomerang, c'est quand on tente de persuader quelqu'un, et qu'en retour on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on ne fait que le renforcer dans ses convictions. Tu tends des perches, t'as ce que tu cherches. Et alors ça, je suis bien placé pour en parler, ceux qui suivent la chaîne depuis le début ont forcément remarqué que, depuis les premiers épisodes d'il y a quelques années, j'ai changé de ton. Au départ, ça se cherchait un peu, j'avais un ton à la limite de l'agressif, et on s'est pas gêné pour me le reprocher, mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, c'était pas très convaincant. Je pense que tu n'as pas l'air au top de la techno pour quelqu'un qui cherche à nous apprendre la vie, donc je t'ai mis des liens juste en dessous pour que tu apprennes comment fonctionne le GPS. Donc, partons du principe qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai changé ça. Parce que ça sert à rien de braquer les gens. Ça fait plaisir surtout à ceux qui sont déjà convaincus par ce que vous dites, mais pour les autres, c'est contre-productif. Ils se ferment, donc ça rentre d'un côté, et puis ça n'intervient pas le cerveau, ça ressort par l'oreille ipsilatérale. Continuons. Une autre stratégie que notre cerveau utilise pour amoindrir sa souffrance, c'est de chercher du renfort, ce qu'on appelle un support social. Si Maurice fait partie d'une communauté qui a la même croyance, il va se tourner davantage vers cette communauté pour essayer d'y trouver du soutien et une confirmation de ses croyances. Quitte à finir par s'y enfermer, c'est comme ça que se constituent ces sectes, finalement on se rapproche de gens qui pensent comme nous, et on peut en venir à se détourner de personnes qu'on perçoit désormais comme des menaces de notre façon de penser. Ensuite, la stratégie la plus commune, c'est de nier la réalité. Se persuader qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre ce qu'on pense et le monde, ou par exemple, pour le fumeur, relativiser la manière dont il agit, se justifier en expliquant que de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Donc ça s'appelle la trivialisation. L'autre manière de le faire, c'est de rationaliser ce fait nouveau qui nous dérange, cette preuve de notre contradiction, et d'en trouver une explication qui soit cohérente avec nos croyances. Alors ça, comme l'a fait Dorothy Martin à 4h45. C'était satisfaisant pour tous les seekers, parce que ça s'intégrait dans leur vision du monde, harmonieusement, sans rien remettre en question. Donc cette stratégie-là, ça s'appelle la rationalisation consonante. Et enfin, la dernière manière de s'en sortir, c'est au fond la plus logique, mais celle-là, elle nous est pas naturelle du tout, c'est, au lieu de s'enfermer dans sa croyance, de s'ouvrir à la réalité, de regarder le monde tel qu'il est, réellement, et d'accepter de remettre en question l'image qu'on s'en était faite. Mais évidemment, c'est coûteux pour le cerveau, et c'est pas facile à faire. Mais finalement, la dissonance cognitive, c'est souffrir ou s'ouvrir. Voilà comment fonctionne ce biais cognitif, et pourquoi, après qu'on ait donné à Maurice un argument prouvant qu'il avait tort, il peut continuer de nier la réalité et de s'enfoncer plus loin dans son erreur. Il faut bien comprendre qu'il est ébranlé et que c'est une personne qui est en souffrance. Donc son cerveau est en train de déclencher, peut-être malgré lui, des mécanismes de défense, parce que ce qu'on vient de lui dire est un vrai bouleversement dans son système de croyance. Et du coup, pour nous, être conscient de tout ça, ça aide à supporter son attitude butée. Une méthode pour gérer la personne qui a de fortes croyances, ça pourrait donc être: on garde un ton respectueux et calme pour pas la braquer, on admet quand on a tort soi-même, et comme ça on prouve par l'exemple qu'avoir tort, ça veut pas forcément dire qu'on se retrouve dans une position d'infériorité. On commence par ses arguments les plus puissants, parce que, une fois que la personne sera partie dans la dissonance cognitive, on pourra plus faire passer d'autres arguments. Elle sera fermée et ce sera fini. Donc, ne pas gâcher le temps d'écoute qu'on va avoir avant d'en arriver là, et aller tout de suite à l'essentiel. On arrête d'argumenter dès qu'on sent qu'il y a dissonance, parce que là, continuer et asséner d'autres arguments de fond, ça deviendra contre-productif. Faut pas s'acharner. On laisse digérer. Il faut laisser la personne digérer tout ce qui vient de se passer. De toute façon, quelqu'un qui a des croyances fausses, mais fortement enracinées, c'est pas en une soirée que vous le convaincrez de les remettre en question. Il a besoin de faire lui-même le cheminement, et même s'il le fait en direct devant vous, et que vous décelez quelque chose dans son œil qui s'éclaire, ou un silence plus long que d'habitude, vous savez que vous avez semé quelque chose. Donc laissez faire la nature, et ne revenez pas dessus, c'est pas la peine. Ayez le triomphe modeste. Et quand on est arrivé à un point de blocage sur le fond, il vaut mieux partir sur un autre terrain. Essayez notamment de creuser avec la personne pourquoi elle croit ce qu'elle croit. Sans revenir précisément sur le conflit que vous avez sur le fond, et en la laissant s'exprimer, elle, surtout, sur comment elle a construit ses croyances. Peut-être que vous pourrez l'amener à formuler ce qui serait capable de la faire changer d'avis sur quelque chose qu'elle considère comme acquis. Donc l'amener, finalement, à envisager le chemin pour s'ouvrir plutôt que souffrir.
et déclencher peut-être un travail là-dessus. Supporter, hein, comme je le disais dans le titre, supporter les gens butés, ça peut aussi vouloir dire apporter du support, à notre modeste niveau. Alors pour développer ce genre d'échange-là, il y a une technique qui s'appelle l'entretien épistémique, mais ça on en parlera dans un autre tuto, hein, si ça vous intéresse, vous me direz. Oh là 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 là. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, bah c'est-à-dire que j'ai un problème, je sais plus trop comment me tenir, j'arrive pas à m'asseoir. Ah, toi, tu as essayé de faire briller la magie de Noël. Non, c'est que j'ai voulu tester le Butolsening, mais il n'y avait pas assez de soleil, du coup j'ai essayé de le faire dans la neige. Je me suis dit, avec la réverbération, ça fera plus de lumière. Ah oui, c'est lumineux. Mais toi qui voulais surtout pas faire de trou dans ta combi, comment est-ce Oh que tu... non, mais j'avais carrément enlevé la combi, comme elle fait Mégane, en Californie. Ok, remarque, je préfère ça, dans un sens, hein, parce que sinon j'aurais plus tellement toléré que tu viennes chez moi avec cette combi-là. Ah, le problème c'est que la position du butol, là, elle est tellement confortable. Tu sais que c'est une posture de yoga, hein, de l'enfant heureux, ça s'appelle. Enfin du coup, je me suis tellement relaxé, je me suis endormi. Et le problème c'est qu'avec la réverbération, je pense que j'ai pris un bon coup de soleil là, sur le... Ah, donc finalement, après l'avoir testé, c'est pas franchement le bien-être. Non, bah alors. alors toi, tout de suite, tu veux tirer les conclusions définitives. D'accord, mon premier test n'a pas été concluant, mais si je veux réessayer, bah je réessayerai. Hein. C'est pas toi qui vas m'en dissuader. Et ta petite attaque condescendante, là, je peux te dire que c'est un peu comme un coup de paix dans l'eau. Ah, rien que d'y penser, ça... Et là, on en arrive au dernier point de cette vidéo. La dissonance cognitive, il faut pas se contenter de la détecter chez les autres, il faut aller plus loin que ça. Votre cerveau à vous fonctionne comme ceux des autres, et même comme celui de l'ami du bon goût. Là, c'est pas une question de croyance, même pas forcément de culture ou d'éducation, on parle de processus cognitif, du fonctionnement même du cerveau humain, et d'un biais cognitif, donc, qui nous affecte tous, même si c'est à des degrés différents. Donc, il faut être bien conscient de tout ça, pour être capable de reconnaître qu'en nous-mêmes, nous sommes en pleine dissonance cognitive. Ça m'arrive, ça vous arrive aussi. Il faut savoir s'en rendre compte, et c'est pas facile à faire, puisque c'est une forme de déni. Donc pour le voir, il faut prendre du recul sur soi-même. Il faut être attentif à la réalité, être capable de la regarder en face et de détecter si elle est en décalage avec notre façon de voir le monde. Et puis, il faut être attentif à ce que les autres nous renvoient sur nous-mêmes, puisque forcément, eux, ils ont un recul que nous n'avons pas. Réfléchissez à tout ça, repensez-y, quand vous serez en train d'échanger avec quelqu'un sur vos convictions ou peut-être sur vos croyances. Bon, mais il est temps de conclure cette vidéo. Si vous la regardez au moment des fêtes, eh ben, joyeuses fêtes à tous, hein. N'oubliez pas que la fête, c'est un peu festif quand même. Faites-vous plaisir, hein, comme disait Maurice, il faut bien mourir de quelque chose. Allez, et que l'obscurantisme retourne dans l'obscurité, ainsi que tout ce qui n'a aucun intérêt à être exposé trop longtemps à la lumière. Et ciao.